Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Myélome Canada pour l'invitation ce matin. Alors, ça me fait plaisir de traverser, après l'excellente présentation de Myélome 101 qu'on vient d'avoir, les nouvelles lignes directrices en frais de diagnostic et de stadification du myélome. Donc, la présentation va vraiment porter sur deux objectifs principaux. Le premier objectif, ça va être de comprendre le diagnostic. Donc, quand on parle de MGUS, de myélome multiple indolent ou de myélome multiple symptomatique ou actif, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a déjà eu une bonne base. Maintenant, on va traverser les critères vraiment très définis dans la littérature qui nous permettent de dire ça, c'est un myélome multiple symptomatique actif qui nécessite un traitement versus on est plus en présence d'un MGUS ou en présence d'un myélome multiple indolent. Et le deuxième objectif, ça va être de comprendre le stade du myélome. Donc, quand on dit le myélome est de stade 3, le myélome de stade 2, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va parler du SSI, qui est le système de stadification international. Et aussi, je vais parler du SSI révisé, qui est la nouvelle version qui a été publiée tout récemment en 2015, qui doit être encore validée, mais qui inclut d'autres composantes au pronostic du myélome. Le plan va être assez simple. On va commencer par le diagnostic et on va se baser sur les nouveaux critères diagnostiques du IMWG, qui est le International Myeloma Working Group, qui a été publié en 2014. Les derniers critères dataient de 2003. Donc, vous avez vu à quel point il y a eu des progrès dans le diagnostic, dans la connaissance du myélome, dans les imageries qu'on a à notre disponibilité, les examens de laboratoire. Donc, il fallait vraiment revoir les critères diagnostiques du myélome. Ensuite, on va parler de la stadification avec les nouveaux systèmes de stadification. Et au cours de la présentation, je vais avoir un exemple clinique un peu pour illustrer la portion diagnostique. Puis on va reprendre le même exemple clinique à la fin pour illustrer le pronostic. Et on va conclure. Donc, le diagnostic, comme je vous ai dit, c'est vraiment basé sur cette publication dans le Lancet Oncology en 2014. L'ancienne datait de 2003, celle-ci tout récente en 2014. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le myélome multiple, c'est vraiment un continuum. Le stade qui est le plus précoce dans les stades diagnostiques, c'est le MGUS, donc la gammapathie monoclonale de signification indéterminée. À l'autre extrémité du spectre, on a le myélome multiple symptomatique actif. Et c'est vraiment à ce stade-là qu'on va nécessiter un traitement. Et entre les deux, comme on a déjà présenté dans myélome 101, on a le myélome multiple indolent qui est vraiment l'intermédiaire entre les deux autres entités. On va commencer par parler des critères diagnostiques du myélome actif, du myélome symptomatique. Donc, quand on a ce stade de myélome, on propose un traitement aux patients. Et ce qui est particulier du myélome, c'est que dans le diagnostic, on a une partie qui est plutôt pathologique. Donc, le critère numéro 1, vous allez voir, est basé plus sur de la pathologie. Et le critère numéro 2, c'est plus sur des aspects cliniques. Donc, on a un diagnostic qui est basé sur de la pathologie et de la clinique en même temps. Donc, le premier critère qu'on doit remplir pour avoir un myélome multiple symptomatique, c'est d'avoir des plasmocytes médullaires monoclonaux de plus de 10%. Donc, à la biopsie de moelle ou à l'aspiration, la valeur qui est la plus élevée est de plus de 10%, ou d'avoir un plasmocytome osseux ou extramédullaire qui va être confirmé par biopsie. C'est bien important de confirmer par biopsie qu'il s'agit d'un plasmocytome osseux. Et qu'est-ce que c'est exactement un plasmocytome? En fait, retenez que c'est un amas de plasmocytes qui ne se retrouvera pas dans la moelle, mais qui va se retrouver dans un os ou extramédullaire, donc par exemple dans la peau ou dans un organe. Et ici, vous avez une image, ici à l'intérieur, ça c'est le crâne d'un patient. Vous avez le cerveau qui est d'une densité grise et au pourtour, vous avez le crâne qui est tout en blanc. Et on voit très bien ici qu'il y a un amas, il y a une masse d'une densité plutôt grise qui est anormale. Et ça, si on fait une biopsie, ça nous démontre que c'est des plasmocytes qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc ça, c'est un exemple de plasmocytome osseux ici. Et l'autre image vous donne un exemple de
plasmocystome, mais au niveau de la peau. Et ça se présente plutôt comme une masse un peu violacée, bleutée ou rougeâtre. Et quand on fait une biopsie, ça nous démontre qu'on a des plasmocytes dans cette masse-là. Donc ça, c'est notre premier critère qu'on doit remplir, c'est le critère pathologique. Plus de 10 % dans la moelle ou d'avoir un plasmocystome qui va être confirmé par biopsie. Le deuxième critère, et on doit avoir les deux, on doit avoir le critère 1 et le critère 2. Et le critère 2, c'est plus le critère clinique. Ça nous prend la présence d'au moins un des critères qui va définir le myélome multiple actif symptomatique, qui est soit l'atteinte d'un organe cible ou la présence d'un biomarqueur. Et la présence d'un biomarqueur, ça, c'est nouveau dans les critères de 2014. Et là, on va définir qu'est-ce qu'on veut dire exactement par une atteinte d'organe cible, qu'est-ce qu'on veut dire par la présence d'un biomarqueur. L'atteinte d'organe cible, c'est le fameux acronyme CRAB. Donc, si vous retenez CRAB, ça vous donne une idée de qu'est-ce que ça peut causer comme symptôme un myélome multiple. Le C, c'est pour hypercalcémie. Alors, c'est simple, on fait une prise de sang et on peut détecter le niveau de calcium dans le sang du patient. Et pour parler d'une hypercalcémie, ça nous prend un certain seuil d'élévation. Ici, vous avez les valeurs, donc un calcium sérique plus élevé de 2,75 millimoles par litre ou plus de 0,25 millimoles par litre au-dessus de la limite supérieure de la normale. Ce qui est important de bien comprendre dans les atteintes d'organes cibles, c'est que l'hypercalcémie, ou les trois autres qu'on va discuter par la suite, doit être vraiment due au myélome multiple. Donc, si on a une hypercalcémie qui est due, par exemple, par un problème de parathyroïde, ça ne sera pas une hypercalcémie qui va s'inclure dans le critère du myélome multiple. Ça, c'est bien important. Il faut qu'on démontre l'atteinte d'organe cible, mais il faut aussi qu'on soit bien sûr que cette atteinte-là est en lien avec le myélome multiple. Le deuxième atteinte d'organe cible, c'est le R. R pour insuffisance rénale. Encore une fois, on établit l'insuffisance rénale avec un test sanguin qu'on va calculer la créatinine. Et quand les reins fonctionnent moins bien, la créatinine dans le sang va s'élever. Donc, on parle ici d'une valeur arbitraire dans les critères diagnostiques qui est créatinine sérique en haut de 177 micromoles par litre. Donc, ça a été établi avec des études qui ont été faites de cette façon-là. Mais dans les nouveaux critères de 2014, on inclut aussi la clairance de la créatinine. Et la clairance de la créatinine, c'est une autre façon d'évaluer la fonction rénale parce que la créatinine sérique, oui, c'est une valeur, mais la fonction des reins, pour bien l'établir, on va se baser sur la créatinine, mais sur l'âge du patient, son poids, et ça va nous permettre de mieux déterminer le niveau de fonction rénale du patient. Et si la clairance de la créatinine est inférieure à 40 ml par minute, ça aussi, ça peut rentrer dans notre critère d'atteinte d'organe cible du myélome multiple. Et encore une fois, je vous rappelle, si on a une insuffisance rénale qui a l'air plus à être reliée à un diabète, pour dire quelque chose, il faut qu'on puisse être capable de faire une bonne distinction et être sûr qu'il y a un lien entre l'insuffisance rénale et notre myélome. Le A du CRAB est pour anémie. Anémie, en fait, c'est d'avoir des globules rouges dans le sang plus bas que la normale. Et pour remplir le critère, on parle d'une hémoglobine inférieure à 100 grammes par litre ou plus de 20 grammes par litre au-dessous de la limite supérieure de la normale. Et ça, encore une fois, ça s'établit par une prise de sang. On regarde la formule sanguine et on peut voir que ça correspond à notre critère. L'anémie dans le myélome multiple peut être causée par l'inflammation, par une infiltration médulaire, par les plasmocytes, mais ce qui est important, c'est d'avoir notre niveau d'atteinte qui rentre dans les critères. Et le dernier atteinte d'organe cible dans le fameux CRAB, le B pour lésion osseuse, en fait, ça vient de l'anglais avec bone lesions. Et pour remplir le critère, ça nous prend au moins une lésion ostéolytique identifiée par radiographie du squelette. Et les nouveaux critères diagnostiques incluent maintenant qu'on peut les détecter par TACO ou par PET scan. Par PET scan, il faut ajouter quand même juste une petite particularité. Il faut pas seulement avoir une hypercaptation dans un os, mais il faut être capable de prouver qu'il y a une lésion sous-jacente qui est plus démontrée par TACO pour qualifier d'une lésion qui rentre dans les critères diagnostiqués par TEP scan. Et aussi,
pour pas surdiagnostiquer, la taille de la lésion osseuse doit être quand même significative. Donc, on parle pas d'une lésion d'1 millimètre, mais ça prend au moins 5 millimètres et plus. Et vous avez ici la même image qui est du crâne du patient, et on a bien défini tout à l'heure qu'est-ce que c'était une lésion ostéolytique et comment on peut la détecter sur les radiographies. Juste pour récapituler maintenant où on est rendu dans nos critères diagnostiques, alors j'y vais par image, souvent qui est plus facile pour retenir. On a notre premier critère, et encore une fois, ça c'est pour le myélome actif, symptomatique, qui va nécessiter un traitement. Premier critère plus pathologique, ça nous prend au moins 10% de plasmocytes dans notre moelle, ou un plasmocytome dans l'os ou sur la peau qui a été prouvé par biopsie. Plus notre deuxième critère, qui est vraiment ce qui va définir cliniquement le myélome avec notre CRAB, C, hypercalcémie, R, insuffisance rénale, A, anémie et B, lésion osseuse. Mais rappelez-vous que les critères de 2014 ont ajouté à ce deuxième critère plus clinique, en plus du CRAB, on peut avoir la présence d'un biomarqueur. Et ça, en fait, c'est qu'idéalement, pour traiter un myélome, on veut pas que le patient se présente malheureusement avec une fracture vertébrale ou une insuffisance rénale trop significative, qui soit trop tard. Donc, on veut pas traiter trop tôt, mais on veut pas traiter trop tard. Alors, c'est ça que les nouveaux critères diagnostiques ont tenté d'inclure dans les critères. C'est ce qu'on appelle les biomarqueurs. Les biomarqueurs, il y en a 3. Et qu'est-ce que c'est un biomarqueur? En fait, c'est un indice qui a été établi à partir d'études et qui nous prouve que si le patient présente cet indice-là, ce biomarqueur, son risque de progresser vers un myélome multiple symptomatique actif est de plus de 80% à 2 ans, ce qui est très élevé. Donc, on se dit, dans cette phase-là, notre biomarqueur me permet d'identifier des patients qui sont très à risque d'évoluer bientôt vers un myélome symptomatique, et maintenant, on peut les considérer comme un myélome actif sans attendre qu'il y ait du CRAB, donc de l'insuffisance rénale ou une fracture qui peut être parfois irréversible. Donc, les biomarqueurs, il y en a 3. Le premier biomarqueur, c'est d'avoir des plasmocytes médulaires monoclonaux de plus de 60%. Encore là, les biomarqueurs, ça représente pas un grand pourcentage de patients, voulant dire que souvent, quand on a des plasmocytes dans la moelle de plus de 60%, on va avoir un peu d'anémie ou un peu d'autres manifestations du CRAB. Mais ça peut arriver qu'un patient n'aurait pas de CRAB puis qu'il aurait, par exemple, 80% de plasmocytes dans sa moelle. Comme on vient tout juste de le dire, le risque de progresser est assez grand. On parle de plus de 80% dans les 2 prochaines années. Donc, sur la base de ce nouveau biomarqueur, dès qu'on a plus de 60% dans la moelle, on considère le patient avec un myélome multiple actif ou symptomatique. Ce nouveau biomarqueur-là, en général, est relativement bien accepté un peu partout au niveau international. Les 2 autres biomarqueurs, donc le deuxième, touche les chaînes légères libres sériques, et on va en parler plus en détail de ce test dans la prochaine présentation. Mais ici, vous avez une immunoglobuline avec la chaîne lourde en bleu qui va être l'IgG ou l'IgA, et vous avez les chaînes légères libres ici qui sont pas attachées à une chaîne lourde, qui peuvent être kappa ou lambda, et ça se détecte là par le test dans le sang qu'on va discuter dans la prochaine présentation. Mais lorsque le ratio entre la chaîne légère impliquée sur la chaîne légère non impliquée est plus de 100, donc ce qui est très élevé, et que la chaîne légère impliquée est au moins de 100 mg par litre, ça rentre dans notre nouveau biomarqueur, donc un critère qui nous dit que le myélome est maintenant actif et diagnostiqué. Ça peut être parfois un critère, un nouveau biomarqueur qui peut être un peu plus controversé, mais c'est quand même inclus dans les nouveaux critères diagnostiques, parce que si on prenait seulement le ratio au-delà de 100, le risque de progresser à 2 ans atteignait pas tout à fait le plus de 80%. C'est pour ça qu'ils ont ajouté l'autre notion d'avoir au moins une chaîne légère impliquée plus de 100 pour essayer d'avoir au moins notre 80% de risque de progresser à 2 ans.
Le troisième et dernier biomarqueur, c'est d'avoir plus d'une lésion osseuse focale à la résonance magnétique. Et encore une fois, la taille de la lésion doit être au moins de 5 mm et plus. La résonance magnétique, c'est une technique qui est très, très sensible. On peut détecter des lésions qu'on ne voit pas à la radiographie, qu'on ne voit pas au taco, mais qu'on va voir à la résonance. Encore une fois, certains peuvent discuter de ce biomarqueur-là en disant qu'il faut quand même garder un certain jugement. C'est-à-dire que si on détecte, par exemple, seulement 2 petites lésions d'à peu près 5 mm, certains peuvent recommander plus de se laisser un peu de temps, puis de refaire une imagerie dans 3 mois, voir si les lésions progressent. Là, c'est plus inquiétant. Donc, il y a tout un jugement aussi clinique avec ces 2 derniers biomarqueurs, mais quand même, ça fait partie donc des nouveaux critères diagnostiques de 2014. Et ce, pourquoi, dans le myélome multiple indolent, que je vais vous définir un peu plus tard, souvent, on va compléter notre bilan avec une résonance magnétique, au moins de la colonne ou du pelvis, pour s'assurer qu'on ne trouve pas plein de lésions osseuses significatives qui, là, le patient ne serait plus indolent, mais serait vraiment considéré comme un myélome multiple symptomatique. Donc, pour récapituler, notre premier critère qui était plutôt pathologique et le deuxième critère clinique, ça prend le premier et le deuxième critère pour parler du myélome symptomatique, notre fameux CRAB ici qu'on retrouve, mais aussi les 3 nouveaux biomarqueurs qui font partie des nouveaux critères. Plus de 60% de plasmocytes dans la moelle, un ratio de chaîne légère qui est très élevé et une chaîne légère impliquée qui est au moins en haut de 100 et la résonance magnétique qui va nous démontrer la présence de lésions. On a parlé là du myélome actif symptomatique qu'on va traiter. Si on revient à nos 2 autres entités dans le continuum, allons à l'autre extrémité qui est le MGUS, donc le stade très, très précoce. Dans un MGUS, on n'aura pas de critères qui vont définir le myélome. Donc, vous n'aurez pas de CRAB, pas de biomarqueurs et on n'aura pas d'amyloïdose non plus. Amyloïdose, je ne rentrerai pas dans le sujet parce que c'est assez vaste, mais retenez que c'est la protéine qui va aller se déposer sous forme d'amyloïde, sous forme de fibrille dans les organes. Et ça peut être un autre type de manifestation, mais on n'aura pas aucune manifestation clinique, puis on va avoir un petit peu de protéine. Un petit peu de protéine, donc c'est une protéine monoclonale sérique dans le sang qui va être moins de 30 grammes par litre. Et dans la moelle, on va avoir moins de 10% de plasmocytes. Donc, un petit peu de protéines, mais qui ne cause pas de trouble. Le myélome multiple indolent, c'est lui qui est l'intermédiaire entre les 2. Donc, encore une fois, vous n'avez pas de critères qui vont définir le myélome, pas de CRAB, pas de biomarqueurs, pas d'amyloïdose, mais on a un petit peu plus de protéines que dans le MGUS. Donc, une protéine monoclonale dans le sang qui peut être quand même plus élevée, en haut de 30 grammes par litre, ou une protéine dans l'urine qui va être plus de 500 mg par 24 heures, ou des plasmocytes dans la moelle qui vont être entre nos 2 entités, entre 10%, en bas de 10%, c'est notre MGUS, et 60%, parce que maintenant, en haut de 60%, c'est notre biomarqueur pour le myélome actif. Et les 2 stades plus précoces dans le continuum du myélome, en fait, c'est important quand même de faire la distinction entre les 2, même s'il n'y a pas de traitement à ce stade-là, parce que comme on en a discuté dans la présentation avant moi avec le myélome 101, le risque d'évoluer vers un myélome actif symptomatique n'est pas le même. Comme le MGUS, on parle de 0,5 à 1% par année. Donc, la fréquence des suivis, comme on l'a vu, n'est pas nécessairement très fréquente parce que le risque d'évoluer est pas très grand. Alors que le myélome multiple indolent, on va ajuster notre suivi parce que le risque de progression, 10% par année dans les premiers 5 ans, donc on va suivre le patient un peu plus de façon rapprochée parce que son risque d'évoluer est plus grand. Et après, dans les 5 ans d'ensuite, on parle de 3% et par après, on tombe à 1% par année. Donc, c'est important de faire la distinction parce que ça va adapter notre suivi par rapport à ça.
Avant de conclure pour la portion diagnostique, on va juste faire un exemple pour essayer d'incorporer toutes ces notions. Donc, on a Monsieur S. Monsieur S, un monsieur de 63 ans qui se présente à l'urgence pour des douleurs dorsales constantes et depuis environ 3-4 mois. On fait des radiographies et on voit des fractures vertébrales, mais on voit aussi des lésions lithiques à la radiographie, donc ces fameux trous plus noirs dans les os. On fait des prises de sang et hop, le calcium est élevé, beaucoup plus que la normale, et on détecte un IgG kappa dans le sang. On complète notre bilan, on va aller faire une biopsie de moelle et on a 40% de plasmocytes dans la moelle. Alors, quel stade on a ici? Un MGUS, un myélome indolent ou un myélome symptomatique? Quand on regarde, globalement, on a un myélome multiple symptomatique, actif. Et pourquoi? Si on reprend nos critères, dans la biopsie de moelle, on avait plus de 10%, on avait 40%, donc on remplit notre premier critère. Et si on regarde au niveau clinique, on avait des lésions osseuses et de l'hypercalcémie qui étaient vraiment en lien avec la paraprotéine. Donc, quand on regarde, on a nos critères pour remplir un diagnostic de myélome pour lequel on va offrir un traitement. Donc ça, c'était la partie diagnostic. Maintenant qu'on a diagnostiqué un myélome multiple, on va parler vraiment plus de la stadification du myélome. Et le stade du myélome, ça s'applique seulement à un myélome symptomatique, actif qu'on va traiter. Donc un MGUS ou un myélome multiple indolent, on n'appliquera pas le système de stadification international. Et c'est aussi complètement différent qu'un cancer solide. Donc, il n'y a pas de stade 4 ou de stade métastatique en myélome. Donc, c'est différent qu'un cancer du sein, c'est différent qu'un cancer du poumon. C'est vraiment un staging qui est là pour nous indiquer un peu le pronostic du myélome. Est-ce qu'on a un myélome qui est à risque standard ou à plus haut risque? Le premier stade du myélome a été établi en 1975. C'est le stade de Dury-Salmon qu'on appelle. Il n'est plus vraiment utilisé en clinique de nos jours. En fait, c'est un staging qui parlait beaucoup plus de l'importance de la masse tumorale, l'atteinte des organes cibles, le niveau de paraprotéines. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir encore, mais je m'y attarde pas parce qu'on va parler plus du staging qu'on voit de nos jours, qui est le système de stadification internationale, le SSI, ou c'est le SSI, donc la forme abrégée. Et ça a été évalué et publié en 2005, vraiment dans des cohortes, puis ça a été validé, et ça nous aide à établir le pronostic, le risque du myélome. Et sur quoi c'est basé, le SSI? C'est basé sur l'albumine et la bêta-2 microglobuline. J'ai mis ici des images juste pour représenter schématiquement. Si on prend l'albumine, c'est une protéine qu'on va calculer dans le sang, qu'on peut la détecter et la mesurer. Et normalement, l'albumine va être en haut de 35 grammes par litre. Mais quand il y a beaucoup d'inflammation, quand le myélome est très actif, l'albumine va s'abaisser. La bêta-2 microglobuline sérique, c'est aussi une autre protéine qu'on va détecter dans les prises de sang. Et quand on regarde, si le myélome est très actif, la bêta-2 microglobuline va s'élever, si le myélome est très agressif. Et si, par exemple, les reins fonctionnent moins bien, aussi la bêta-2 microglobuline peut s'accumuler davantage parce que c'est une protéine qui va être éliminée par les reins. Si on traverse ensemble donc le SSI, on remarque d'un qu'il y a 3 stades. 1, 2 et 3, il n'y a pas de stade 4. Et le stade 1, c'est on va avoir les critères de risque favorables. Donc, une bêta-2 microglobuline qui est moins de 3,5, donc qui va être très faible, et une albumine sérique qui va être en haut de 35 grammes par litre, qui va être dans la normale. Si on va au stade 3, qui est à l'autre extrémité, ça, c'est considéré comme un myélome à plus haut risque et ça se base uniquement sur la bêta-2 microglobuline sérique qui va être en haut de 5,5. Et ça, c'est vraiment des valeurs qu'on va calculer, qu'on va mesurer dans le sang au diagnostic, puis ça va nous permettre d'établir le stade. Et le stade 2, c'est entre les deux. Donc, on ne remplit pas le critère du stade 1 et on ne remplit pas le critère du stade 3. Donc, on est SSI stade 2.
On sait que oui, la bêta-2 microglobuline, l'albumine, le SSI, c'est bien démontré que ça a un impact pour le pronostic. Mais de plus en plus, on sait que la génétique est hyper importante dans le myélome. Puis il y a aussi les LDH, qui sont une valeur sanguine, encore une fois, qu'on détecte par prise de sang, ont démontré que ça nous aidait à établir le risque du myélome. Donc, il y a une nouvelle version qui a été publiée en 2015, et cette nouvelle version-là va tenir compte à la fois du SSI qu'on avait déjà, donc de la bêta-2 microglobuline et de l'albumine, mais va incorporer à ce score-là les anomalies génétiques et les LDH. C'est un tout nouveau score, il faut encore le valider dans d'autres cohortes, mais quand même, sachez que c'est un score qui s'en vient là, de plus en plus dans la clinique. Les anomalies chromosomiques, qu'est-ce qu'on se considère à haut risque? Ce sont les 3 anomalies génétiques ici. La délétion 17P, la translocation 414 et la translocation 1416. Donc, les myélomes qui présentent ces anomalies chromosomiques vont être à plus haut risque. Et qu'est-ce qu'on veut dire par délétion 17P? Ici, juste façon de l'illustrer, vous avez le chromosome 17 et on voit ici qu'il en manque un bout. Donc, c'est ça une délétion. Donc, dans la délétion 17P, il va manquer un bout au chromosome 17 et on sait que ça, c'est un myélome qui est à plus haut risque. Et translocation, en fait, ici, vous avez par exemple le chromosome 4 et le chromosome 14. On voit qu'il y a eu un échange de matériel entre les 2 chromosomes. Il y a eu un bout du chromosome mauve qui est allé sur le chromosome vert et c'est ça qu'on appelle une translocation en génétique. Un myélome à risque standard, c'est un myélome qui va avoir absence de ces anomalies chromosomiques à haut risque. Ici, si on regarde le SSI révisé, donc encore une fois, on a 3 stades, pas de stade 4, stade 1, 2 et 3. Et le stade 1 va regrouper les myélomes à risque standard avec tous les critères favorables. Donc, notre SSI qu'on a discuté revient, un stade 1. Alors, une albumine qui va être dans la normale, une bêta-2 microglobuline qui va être faible, mais on ajoute aussi qu'on doit avoir la présence d'anomalies chromosomiques à risque standard, donc on n'aura pas de délétion 17P, pas de translocation 414 ou 1416, et on va avoir des LDH normaux. Puis les LDH, encore une fois, ça se détermine par prise de sang, et c'est une valeur qu'on détecte et qu'on peut déterminer comme ça. Le stade 3, qui est à plus haut risque, ça prend notre SSI de stade 3, donc la bêta-2 microglobuline qui va être en haut de 5,5, qui va être élevée, mais on rajoute dans ce système de stadification-là, ça nous prend soit une anomalie chromosomique à haut risque, la délétion 17P, 414 ou 1416, ou encore les LDH qui vont être élevés. Et un peu sur le même principe que l'autre stade, le stade 2, c'est quand on ne remplit pas les critères de stade 1 ni les critères de stade 3. C'est sûr que le pronostic en myélome, ça, c'est le grand système de stadification international, mais ça va dépendre de plusieurs autres variables, plusieurs autres conditions cliniques, donc l'âge du patient, statut de performance aussi va être important, les comorbidités, si on a une grosse insuffisance cardiaque ou si on a d'autres maladies concomitantes, ça peut affecter aussi notre pronostic global, la présence de maladies extramédulaires aussi ou d'avoir des plasmocytes circulants dans le sang, c'est d'autres facteurs qui vont influencer notre pronostic. Et il y a d'autres anomalies chromosomiques. Dans le nouveau système révisé, il parle des 3 plus importantes, mais maintenant, on découvre de plus en plus comme des anomalies du chromosome 1 ou d'autres anomalies génétiques qui peuvent avoir un impact sur le pronostic. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut établir de façon globale au moment du diagnostic du myélome actif. Si on reprend pour terminer notre exemple de Monsieur S. Donc, Monsieur S, on se rappelle qu'il s'est présenté avec douleur dorsale, fracture, hypercalcémie. On avait un diagnostic clair de myélome actif, symptomatique. Et là, on veut établir son pronostic. Donc, au diagnostic, on a fait d'autres prises de sang pour compléter. Et si on regarde, son albumine est à 28, donc inférieure à 35, abaissée. La bêta-2 microglobuline sérique est élevée à 6. Et si on se rappelle notre premier système de stadification, juste d'avoir une bêta-2 microglobuline en haut de 5,5,
on est stade 3, donc un myélome à risque plus élevé. Et si on complète pour aller chercher les 2 nouveaux éléments, les LDH vont être élevés chez Monsieur S. Et quand on regarde la génétique de ces cellules, la génétique du myélome, on retrouve la translocation 414. Alors, quand on inclut nos 2 systèmes de stadification internationale, ça en fait un stade 3 dans les 2 systèmes, et donc ce qui est un myélome à plus haut risque. Donc, en conclusion, c'est une présentation très basée sur les critères, donc traverser toutes ces notions. Mais j'espère que vous avez une meilleure compréhension du diagnostic maintenant quand on parle de MGUS, quand on parle de myélome indolent ou de myélome plus actif symptomatique, que vous êtes capable maintenant de distinguer les différentes entités avec les critères un peu plus pathologiques, pourquoi on va aller faire une moelle, pourquoi on va tester dans le sang ou pourquoi on va aller biopsier un plasmocystome. Et aussi plus les critères cliniques avec le CRAB, avec les 3 nouveaux biomarqueurs depuis 2014, et aussi que vous avez une meilleure compréhension du stade. Donc maintenant, un stade qui est plus pronostique, qui est différent d'un cancer solide, et qu'on comprend un peu plus les valeurs qu'on va aller chercher. On veut savoir l'albumine, la bêta-2 microglobuline, la génétique, les LDH, et que tout ça ensemble nous aide à établir le pronostic du myélome. Alors, je vais prendre maintenant des questions. Merci. Donc, merci, docteur. Donc, même principe. S'il y a des questions, simplement faire signe à Michel et attendre d'avoir le micro bien en main pour poser sa question. Entre-temps, s'il y a des questions aussi en ligne, n'hésitez pas à utiliser la fonction question. Qui va pouvoir nous permettre de rediriger le tout et d'adresser ici, à l'estrade, au Dr Côté, les questions qui viennent en ligne. Donc, questions? Oui, à l'avant. Michel. Juste à l'avant. Alors, le problème, pour bien comprendre, c'est un problème de vocabulaire et de données de sciences médicales, hein? C'est un vocabulaire qui est pas mal ésotérique. Moi, je suis avocat de métier. Je pourrais vous parler comme un avocat. Vous me diriez de quoi vous parlez au juste. Et oui. C'est le même problème. On vous écoute, on fait un bout de chemin, mais il y a tellement de mots et de concepts que nous ignorons. Ma question, est-ce qu'il y a une vulgarisation qu'on peut trouver quelque part pour progresser? C'est sûr que la vulgarisation des critères j'ai pas trouvé de bonnes références que je pourrais vous citer, ou c'est sûr que le site de Myélome Canada a déjà sur son site les mêmes définitions des critères. Ça reste que il y a les notions de base de paraprotéines, de plasmocystose médulaire, de plasmocystome, de bêta-2 LDH génétique. Donc, ça reste très, très complexe. Donc, le but, je pense que c'est peut-être par répétition ou essayer de simplifier davantage. Mais c'est sûr que c'est un obstacle qui reste effectivement dans les critères diagnostiques. Et surtout la stadification aussi, puis d'essayer de tout mêler ça ensemble, c'est pas évident à bien comprendre. Mais on est là pour vous aider aussi. On est là pour essayer de vulgariser. Des fois, il n'y a rien de mieux qu'un dessin pour essayer de bien comprendre. Et je pense que c'est important aussi qu'au moment du diagnostic, qu'on prenne un temps qui va souvent être un petit peu plus long, mais quand même, c'est important de comprendre où on en est, qu'est-ce qui se passe. Des fois, de montrer la radiographie, bien, ça permet, de mieux comprendre, ou donner les copies de prise de sang aux patients, expliquer on suit tel paramètre. Ça permet d'avoir une meilleure idée. Fait qu'il faut surtout pas hésiter à poser les questions et à nous demander de vous expliquer et vulgariser. Quand vous disiez tantôt un myélome à haut risque, vous voulez dire à haut risque de ne pas guérir ou à haut risque de... Non, en fait, le pronostic du myélome, j'ai mis quelques diapos par après pour plus distinguer qu'est-ce que ça nous a permis d'établir. C'est que ça va nous permettre d'établir un peu son niveau d'agressivité, son temps de rémission sans progression ou la survie du patient. C'est sûr que ça demeure toujours des statistiques, mais on peut établir 3 différents groupes. Je peux vous montrer les courbes ici juste après.
Je ne sais pas si j'ai accès à la dernière diapo. Oui. Celle-là ici. Donc ici, en fait, ça nous permet d'établir un peu le risque du myélome à reprogresser ou sa survie. Donc, c'est sûr qu'un myélome plus agressif, parfois, va moins bien répondre au traitement aussi, mais encore une fois, c'est des statistiques, c'est des médianes, et il y a des fois des cas très surprenants avec des délétions 17P, beaucoup de critères de haut risque au diagnostic, mais qui vont faire très bien et à long terme. Donc, il y a toujours une grande variabilité, mais les scores ont permis d'établir, comme ça, par exemple, c'est sur le SSI initial, donc, qui se basait sur la bêta-2 microglobuline et l'albumine. Et on voit ici, c'est une survie médiane, c'est-à-dire que on est qu'à la marge du 50%. 50% des patients vont faire moins, d'autres 50% vont faire plus longtemps. Mais on voit que quand on a des critères de risque favorables, ici on parle d'une survie d'une 60aine de mois, et la bêta-2 microglobuline, quand elle est plus élevée, on voit que la survie est moins longue. Mais encore une fois, ce n'est que des statistiques. Ça, c'était en 2005, et quand on voit la nouvelle version révisée, on voit qu'avec les nouveaux traitements, comme Dr Lalancette nous l'a montré dans sa portion pronostique, on a vraiment grandement amélioré le taux de survie et le contrôle de la maladie à long terme avec les nouveaux médicaments. Ici, vous avez la survie globale dans le nouveau staging pronostic. Et voyez-vous, quand on parle d'un stade 3, au lieu d'un 29 mois, on est à 43 mois, mais ça reste quand même un petit peu moins bon que le stade 2 qui est 83 mois et stade 1 maintenant qu'on fait très bien, là, qui n'a pas été atteint, la survie médiane. Donc, c'est ça que ça nous aide à établir au pronostic. C'est une information de plus et des fois, on peut ajuster un peu notre approche thérapeutique, mais souvent, les gens vont être traités un peu de la même façon. Mais si on a un plus haut risque, des fois, on peut proposer d'avoir plutôt une autogreffe tandem, par exemple, ou changer un petit peu la maintenance par après. Est-ce qu'en théorie, le médecin traitant doit nous donner un SSI? Supposons que ça fait longtemps qu'on est traité, mais là, il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Est-ce que je peux arriver dans le bureau du médecin et dire « je veux un SSI révisé » En fait, le SSI s'établit vraiment au diagnostic initial. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va établir plus tard dans la maladie. Des fois aussi, ça, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, la génétique, on la fait maintenant. Le fiche, des fois, est manquant au diagnostic. Ça, je pense que c'est le gros élément. C'est surtout la génétique qui va changer notre conduite. Donc, je pense qu'un nouveau diagnostic, maintenant, doit avoir vraiment une génétique, une analyse de fait. Ça, c'est très important. Maintenant, si le diagnostic a été fait il y a plusieurs années, on peut retourner voir si on avait fait les LDH, probablement pas il y a plusieurs années. La bêta-2 microglobuline et l'albumine, souvent, on devrait être capable d'établir au diagnostic. Des fois, il y a des données manquantes, mais ce qui est plus important, c'est vraiment la génétique, de savoir les translocations, parce que c'est ça qui va plus modifier notre prise en charge à certains moments. Excusez-moi. On a quelques questions en ligne. Donc, il y a certaines des questions qui se rapportaient directement à ce qui vient d'être répondu par Dr. Côté, pardon. Excusez-moi. J'ai ici Sylvie qui demande « Est-ce possible de changer de stade avec le traitement ou en cours de traitement? » Donc, encore une fois, le stade, c'est quelque chose qu'on établit au diagnostic. Donc, par la suite, c'est un stade initial. Mais par la suite, le traitement, on va plutôt évaluer avec les critères de réponse du myélome plutôt que revenir au SSI. Donc, c'est quelque chose qui est clairement établi au diagnostic, mais par après, on ne peut pas modifier notre stade initial. Est-ce qu'il y a d'autres questions en salle? Oui. J'aimerais savoir si, au niveau des courbes graphiques, comme ça, c'est la même chose pour une rechute. Exemple, moi, j'en suis à une deuxième rechute, donc 3 fois. On recommence à 0 à ce moment-là, on recommence tous les traitements. Est-ce que ces courbes-là parlent pour les gens en rechute également?
Donc, en fait, ces courbes-là sont vraiment faites pour le diagnostic. C'est sûr qu'à la rechute, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. On va considérer le stade initial au diagnostic, on va considérer la génétique, l'intervalle aussi entre les rechutes, combien de temps on a pu faire avec la greffe, combien de temps on a fait avec le traitement sans progression. À la rechute, est-ce qu'on rechute de façon très agressive avec certains critères de plus haut risque? Mais encore une fois, ces courbes-là, c'est vraiment à partir du SSI initial au diagnostic. Si les études ont été faites comme ça. Merci. En attendant la prochaine question, ici en ligne, il y a plusieurs personnes qui demandent des définitions de terminologie, les abréviations comme LDH, LDL et autres, qui correspondent un peu à la question de monsieur au début. Pouvez-vous référer au guide émis par Myélome Canada? À la fin, il y a un petit lexique, justement, qui sert à expliquer certaines des initiales des groupes. Reste que la terminologie fait partie de la science de la médecine qui entoure tout ça, mais c'est une bonne référence. Et autre chose, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, ça va très très vite, il y a plusieurs sigles et symboles qui sont utilisés comme ça. Non seulement c'est diffusé live web, mais ça va aussi être enregistré. Donc je vois que plusieurs personnes prennent des notes, vous pourrez revenir et revoir l'ensemble des présentations dans les semaines qui suivent via notre site web. On va les remettre en place parce qu'on est conscient qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de termes et tout ça peut prendre plus qu'un visionnement avant de bien le digérer. Donc n'hésitez pas de prendre des notes, poser des questions, mais soyez sans crainte, le tout va être disponible bientôt en ligne. Donc on a une autre question au fond? Oui, voici, je voudrais savoir s'il existe une démarche pour le diagnostic de l'amyloïdose. En fait, l'amyloïdose, la démarche diagnostique, quand on a une suspicion d'amyloïdose, la grande importance, c'est qu'il faut prouver l'évidence pathologique d'amyloïdose. Donc, on peut avoir une suspicion, par exemple, si on a une nouvelle insuffisance cardiaque, des fois la protéine peut aller se déposer dans le cœur, de la protéine d'amyloïdose. Si on a beaucoup d'albumine qui passe dans les urines, on peut avoir une suspicion d'amyloïdose dans les reins. Parfois, la biopsie de moelle va nous donner une réponse. On va pouvoir détecter à la pathologie la présence de dépôts d'amyloïdes. Sinon, des fois, quand on a une grande suspicion clinique, on peut être obligé de faire une biopsie, soit du tissu sous-cutané au niveau du ventre, qu'on appelle le fat pan, qui peut nous donner l'évidence pathologique. Et des fois, malheureusement, on est obligé d'aller dans l'organe où on a l'atteinte pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amyloïdose. Donc, des fois, on est obligé de faire une biopsie rénale ou des fois des biopsies cardiaques. Donc, la démarche diagnostique de l'amyloïdose, c'est d'essayer de bien prendre nos critères parce que souvent, l'amyloïdose ne sera pas comme le myélome où on voit des lésions lytiques, une hypercalcémie ou un taux important de paraprotéines dans le sang. Quoiqu'on peut avoir une amyloïdose qui accompagne un myélome. Donc, c'est important d'essayer de distinguer nos entités cliniques. Et si on a juste une amyloïdose ou une suspicion de myélome avec amyloïdose, je vous dirais que la chose dans la démarche diagnostique, c'est d'aller faire notre biopsie qui va nous prouver l'amyloïdose. OK. Est-ce qu'une biopsie négative on peut être certain que l'amyloïdose n'est pas là dans une biopsie négative? Biopsie négative, c'est sûr qu'il faut toujours s'assurer que le centre qui a qui a fait la biopsie était bien outillé à détecter. Donc souvent, on peut demander une révision de la pathologie, faire envoyer le spécimen dans un centre tertiaire, des fois qui peut être plus outillé ou qui a vu plus de cas d'amyloïdose, parce que c'est quand même quelque chose qui est rare globalement. Faut être sûr que les tests ont été faits, donc une immunofluorescence, la microscopie électronique, et on peut compléter par une spectrométrie de masse qu'on appelle. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut vérifier. Maintenant, tout reste, ça dépend de chaque cas clinique. Si une biopsie est négative puis que notre suspicion n'est pas très grande, on peut dépend de chaque critère, on peut s'en contenter, mais des fois, quand notre suspicion est grande, c'est là que des fois, on peut dire, on va essayer une autre biopsie, ou on va aller dans l'organe qu'on pense qui est atteint. Go where the money is. Donc, aller où l'atteinte semble être la plus grande à la fin. Mais ça dépend de plusieurs éléments. OK, merci.
Donc, c'est ce qui conclut cette présentation. Donc, un gros merci au docteur Côté.